Patrice, nous sommes ravis de t'accueillir pour cette web émission de l'Entertainment Lab par Newton Studio. Et voilà, alors ma première petite question, une petite question un peu d'origine, puisque tu as commencé par le dessin. Donc ça sera parler un petit peu aussi de cette passion de départ du dessin et ta réaction aussi sur une petite citation. Stanley Kubrick disait: faire un film c'est comme écrire guerre épée dans une autotamponneuse. La question c'est: est-ce que pour toi faire un film c'est dessiner une bonne BD dans une autotamponneuse? Alors ce qui est vrai, c'est que quand j'étais enfant puis adolescent, provincial, à Tours, je ne rêvais que de ça, devenir réalisateur de films, faire des films, inventer des films, écrire des films. Et puis il se trouve que bon, je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma qui m'a apporté que dalle d'ailleurs. Et après, comme j'aimais bien dessiner, j'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans au journal Pilote. Alors, faire un film, c'est comme écrire et grepper dans une autotamponneuse. Je ne connaissais pas cette citation de Kubrick, mais je la trouvais patente parce que c'est vrai que très souvent, quand on fait un film, je ne sais pas si on est dans une autotamponneuse, mais j'ai souvent l'impression d'être une boule de flipper et que ça fait que de temps en temps, il y a les deux trucs là qui renvoient vers le haut. Ils ont dit: ça y est, encore, il y a de l'espoir, on va pouvoir faire mon film. Puis de temps en temps, et puis la bille, elle tombe et le film ne se fait pas. Alors de faire la bande dessinée dans une autotamponneuse, c'est sans doute encore plus compliqué, parce que la bande dessinée, il ne faut pas que la table bouge, quoi, sinon ça devient n'importe quoi. Alors dans une autotamponneuse dessinée... En tout cas, le résumé de tout ça, c'est que c'est très dur de faire un film. Alors justement, c'est intéressant que tu parles de ton enfance. Tu as traité énormément de genres et de styles d'histoire dans tes films. Moi, une question plus personnelle que je me demandais, quand tu étais jeune, ado, enfant, etc., quels sont les auteurs, les réalisateurs, les films, les dessins animés qui te faisaient rêver, qui ont nourri ton imaginaire? Quand j'étais enfant, je ne me souviens pas du premier film que j'ai pu voir. Est-ce que c'était un dessin animé? Je ne suis même pas sûr. Je me demande si ce n'était pas Le Tour du monde en 80 jours. Enfin bref, peu importe. Et mon père était très cinéphile. Il n'avait rien à voir avec le cinéma, mais il allait beaucoup au cinéma. Il nous emmenait beaucoup au cinéma. Et alors donc on allait également au ciné-club ou dans une salle d'arrêt d'essai qui s'était ouverte à Tours. On voyait des films un peu sérieux. Sans doute que j'étais trop jeune pour les apprécier. Et moi j'aimais bien les films grand public, quoi. Enfin, j'aimais bien voir les films de Jerry Lewis, enfin, ou les comédies, enfin tout. J'étais comme une éponge, quoi. Je voyais tout. Et ce qui a été sans doute assez déterminant, c'est de découvrir, à l'époque où ils ont été tournés évidemment, les films de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire les films de Truffaut, Godard, Chabrol, qui d'un seul coup prenaient des libertés magnifiques avec la grammaire cinématographique et le cinéma qui était jusqu'à présent un rêve idéal, mais un rêve pas impossible, mais difficile, est devenu un rêve envisageable, vraiment. Quand j'ai vu À bout de souffle, quand j'ai vu Les 400 coups, quand j'ai vu ces films-là, parce que je me suis dit, non pas je peux en faire autant, ça serait très prétentieux, mais je me suis dit, ah oui, ça, le cinéma est d'un seul coup plus proche de moi, ou je me sens plus proche des films, je ne sais pas comment expliquer, mais ça a été ça, mon impulsion. Alors aujourd'hui, il y a plein de cinéastes que j'aime passionnément, je ne me réfère pas à eux, mais enfin qui sont mes enthousiasmes de cinéphile, enfin de spectateur de cinéma, mais à l'époque, enfin quand j'étais adolescent, ça a vraiment été les films de la Nouvelle Vague qui m'ont illuminé. Bah, on est raccord, puisque derrière toi, à ta droite, tu as Jean-Paul Belmondo et Jane Seberg qui circulent sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas si tu as vu cette image qui est juste derrière toi. Non, en plus, alors ça c'est sur les Champs-Élysées, mais là où enfin, Michel Poicart, donc Jean-Paul Belmondo, Michel Poicart, meurt, et où Jane Seberg, au-dessus de lui dit c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse, qu'est-ce que c'est dégueulasse? Elle était charmante cette fille, cette femme, pardon. Et là où il meurt, c'est rue Campagne Première. D'accord. Et c'est une rue qui est à environ 3 minutes de chez moi, de mon bureau, et
Donc je suis dans le quartier de la fin de bout de souffle. C'est un petit plaisir Oui. que tu as. Ça veut dire que c'est étonnant ce que tu dis, tu serais plus Godard que Truffaut? Parce que parfois les réalisateurs. Comment tu. Alors oui, alors c'est difficile parce qu'en plus c'est Godard, Truffaut, Chabrol et quelques autres évidemment de la nouvelle vague. Mais entre Truffaut et Godard, c'est un peu comme quand on nous dit t'étais plutôt chien ou chat, t'es Buster Keaton ou Chaplin, Beatles ou Rolling Stones. Pas simple. Et non, ça c'est plus simple parce que je suis chat et pas chien, je suis plus Keaton que Chaplin et je suis plus Beatles que Rolling Stones. Bref. Et en ce qui concerne Truffaut et Godard, je n'arrive pas à choisir. Je pense que Godard a été plus inventif, plus surprenant, plus rugueux parfois, plus désarçonnant. Enfin, c'est vrai que Truffaut, il a inventé des choses formidables, mais même sur l'utilisation de la musique, sur le montage, sur des trucs qui me sont restés, quoi, vraiment. Alors que Truffaut était, sans pour autant ressembler au gendre idéal, il était plus poétiquement correct, bien que... enfin, il est devenu comme ça. En faisant quand même des grands films, hein, c'est pas la question, mais les films les plus inspirés de Truffaut, pour moi, ça reste vraiment... Les 400 coups, La peau douce par exemple, qui est un film troublant, magnifique, ou Tirer sur le pianiste, et puis quelques autres évidemment. Et quand Baiser volé est sorti, j'ai dû le voir 3 fois dans la semaine, tellement ça m'emballait. Tu les as rencontrés les deux? Alors je n'ai jamais rencontré ni Godard ni Truffaut. Pour Truffaut, c'est un peu tard. Pour Godard, c'est comme si c'était trop tard aussi. Puis j'ai aucune envie de rencontrer Godard. Et je pense qu'il n'a aucune envie de me rencontrer et qu'il ne sait même pas que j'existe. Alors on va parler un petit peu de la publicité. Alors ça a joué un rôle fort à tes débuts, mais aussi pendant toute ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Peut-être qu'il y en a certaines que tu as préféré tourner, et peut-être des petites anecdotes, voilà, sur cette page de publicité, je vais appeler. En ce qui concerne la publicité, il est bien connu, enfin il est assez connu que les agences, ou les agences en l'occurrence, ont plaisir à faire appel à des réalisateurs de cinéma parce que c'est un petit peu prestigieux de dire à un annonceur, quel qu'il soit, nous avons Jean-Jacques Hano pour faire votre film publicitaire, nous avons Étienne Châtillon, enfin non, Étienne il vient de la pub, c'est autre chose, ou Jean-Pierre Jeunet, ou etc. Et évidemment, quand j'ai commencé à faire des films, des comédies qui ont eu du succès, on dit on va proposer le film à Patrice Lecomte parce qu'il a fait Les Bronzés font du ski, viens chez moi, j'habite chez une copine, ça va être formidable pour votre film, cher annonceur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la publicité avec un plaisir fou. Je me souviens des premiers films, pas les tout premiers, mais ma vraie vie publicitaire, elle a commencé à la PAC avec Thierry Deganet et Anna Bernard. J'ai fait les premiers films qui étaient pour Minimir, Miniprix, mais il fait le maximum. C'est une petite série de 5 films. Et les films étaient enlevés, rigolos, et tout est parti comme ça, quoi. Et après, pendant des années et des années, j'ai dû faire 300 films publicitaires. Enfin, oui, c'est énorme. Mais quand je dis ça, quand je dis c'est énorme, je n'ai pas de lassitude en disant ça. J'ai adoré faire ça. C'est un exercice qui m'a toujours amusé, quoi. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir, comme dans mes films, j'ai eu la chance de pouvoir petit à petit faire des films publicitaires dans des registres différents. À un moment, j'avais fait un film qui était un film d'action, un film d'aventure qui s'appelait Les Spécialistes avec Lanvin et Giraudot. Et du coup, on dit, vous pouvez faire des films publicitaires actifs, enfin, etc. Mais c'est quand même mon fonds de commerce. Oui, mon fonds de commerce dans la publicité a quand même été, pour l'essentiel de tous les films que j'ai faits, ça a quand même été la comédie. Mais quand je dis j'ai fait 300 films publicitaires, j'exagère pas, mais ça s'est étalé sur une période très longue. C'est-à-dire que j'ai fait la publicité pendant plus de 20 ans. Et comme c'est un métier de mode, c'est déjà à balèze d'avoir été à la mode pendant 20 ans. Tu as passé les modes. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté grisant de tourner et de fabriquer assez vite, alors qu'un long métrage, évidemment, c'est étendu dans le temps? Est-ce que ça, c'est un truc sympa aussi pour un réalisateur de fabriquer et de...
Alors il y a des tas de trucs très sympas dans la publicité. Moi, j'adore, je ne suis pas maso du tout, mais j'adore les contraintes, parce que je trouve que souvent les contraintes sont un très bon moteur pour la création. Les contraintes, c'est les contraintes d'un produit, c'est les contraintes d'un annonceur, c'est les contraintes d'un storyboard dont on sait qu'il ne tiendra pas dans les 20 secondes imparties et qu'il faut essayer d'aménager. Les contraintes, c'est plein de trucs quoi, en publicité. Mais c'est vrai que j'ai toujours considéré la publicité comme un véritable exercice. Et moi, ça m'a appris plein de trucs de faire des films publicitaires. Ça m'a appris, c'est grâce à la pub que j'ai pu m'entraîner à faire, m'essayer à faire ce dont je rêvais, qui était de cadrer moi-même. Et alors d'un seul coup, du jour au lendemain, de dire je cadre mon prochain long métrage, c'est moi qui tiens la caméra, comme on dit vulgairement, enfin c'est pas vulgaire, c'était un peu... Hein, oui, mais non, mais c'était un peu bizarre, enfin je n'aurais pas osé, mais c'est sur les pubs où j'ai dit non, mais je vais cadrer moi-même, parce que... Et puis quand je merdais un truc, je disais qu'on ne voyait pas bien le produit, alors que c'est moi qui avais merdé. Donc on pouvait refaire des prises, et c'est vraiment un exercice assez formidable, et j'ai toujours aimé les réunions de pré-pro, on sait à quelle heure ça commence, on ne sait pas à quelle heure ça finit, d'arriver à convaincre un client, un annonceur, de mettre des créatifs dans sa poche pour être en confiance, enfin, toute cette petite stratégie humaine est assez marrante, et il n'y a rien de plus marrant et de plus satisfaisant que d'arriver à terminer le film publicitaire et qu'il soit réussi. Parce qu'il y a quand même toujours plus de chance ou de malchance que le film soit pas réussi. Mais quand un film publicitaire parce qu'il est bien écrit au départ, parce qu'on a apporté les modifications, les trucs, parce que le casting a été bien fait, etc. Mais quand à l'arrivée, ce petit travail de 30 secondes, 20 secondes, 15 secondes est réussi, c'est une satisfaction assez formidable, parce qu'on a l'impression d'avoir traversé des contrées parfois hostiles, d'avoir fait avec, et d'avoir livré en fin de compte un truc réussi, quoi. Un annonceur sur un film de pub, il laisse plus de liberté qu'un distributeur sur un film de cinéma? Les annonceurs sont très différents les uns des autres. Je me souviens, j'ai fait une série assez importante, et c'était très harmonieux pour les produits Marie, avec Jean-Claude Dreyfus. Je suis le mari de Marie qui venait contrôler, il faisait l'inspecteur des travaux finis, et il déboulait chez les gens comme ça pour leur remonter les bretelles. C'était un peu cauchemar en cuisine avant l'heure. Enfin non. Et la femme qui était la responsable communication marketing de l'annonceur, des produits frais Marie, elle était formidable. On lui proposait les scénarios, on faisait ça chez CLM, avec Serge Fichard et Olivier Lemoult qui étaient les créatifs et rédacteurs. On s'entendait très bien, notre trio fonctionnait à merveille, et on racontait les nouveaux films à cette femme dont j'ai oublié le nom, pardon. On racontait les nouveaux films, elle disait ça a l'air très drôle, ça va être très bien, vous allez nous faire ça bien, Patrice, je suis pas bien sûr. Évidemment, on faisait les films, elle venait à peine sur le tournage, on lui montrait le film, et où d'habitude il y a... Vous l'avez pas en plan un peu plus serré, le truc, parce que ça c'est fatigant. Elle voyait les films, elle rigolait, elle nous disait je peux le revoir, j'adore. Elle nous disait merci, puis elle partait. Alors ça, il y a des annonceurs exemplaires, hein, et puis il y en a d'autres qui sont scrognonieux, qui ont l'impression qu'on a tourné tous les plans dans toutes les grosseurs et sous tous les axes, enfin bon, et qui nous disent vous voulez pas à la verticale la table là, au moment où il reprend des chips? Ah bah non, je n'ai pas prévu ça. Enfin bon, c'est beaucoup la personne, beaucoup une histoire de personne. Oui, mais les annonceurs, il faut pas oublier, moi je les respecte infiniment, parfois ils ont un peu des œillères, bon ok, mais il faut faire avec. Il manque donc un peu d'ouverture d'esprit, et il manque de confiance, quoi, de faire confiance, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même eux ceux qui payent, quoi. Et c'est eux qu'il faut servir, c'est leurs produits, il faut qu'ils en vendent le plus possible, hein, donc il faut être au service d'eux, on ne fait pas... Moi, j'ai fait des films publicitaires qui m'ont enchanté, je me suis régalé à les faire, mais j'avais toujours conscience qu'il fallait vendre un produit, quoi.
Alors un petit projet dont je voulais te parler, enfin petit, même peut-être grand, mais qui est Boutique Obscure. Alors ça, j'ai découvert ça en regardant aussi tout ce que tu as fait. Je trouvais ce projet assez inattendu parce que là, on est très loin du Star System. Tu es allé à la rencontre des commerçants. Alors je trouve que ça fait un peu écho à l'actualité avec tous ces mouvements qui y a autour des gilets jaunes, des pouvoirs d'achat, des gens qui font des travaux dans les villes simples. Tu peux en 2 mots nous reparler de ce projet Bah, Boutiques Obscures, c'est une idée de série que j'ai initiée parce que encore une fois, je suis provincial, mais on n'a pas besoin d'être provincial pour avoir ce genre d'idée. Souvent, je voyais ici ou là, ou à Paris, ou dans certains quartiers parisiens, des boutiques un peu en fin de vie, avec des commerçants qui eux-mêmes sont plus de première jeunesse, qui vont sans doute mettre la clé sous la porte un jour ou l'autre. Et c'était souvent des commerces et des boutiques ou des gens aussi attachants, quoi. Et j'ai eu l'idée, donc j'ai eu envie de faire une série sur ces petits commerces qui ne sont pas des commerces anciens, c'est pas un maréchal Ferrand ou un truc comme ça, non, non, c'est des commerces, c'est une droguerie, une lingerie, enfin bon, etc. Et j'ai proposé ça à un producteur indépendant, on a fait ça pour la télévision, et c'est une série de 16 films. Qui sont des films courts, ils font de 12-13 minutes chaque, et qui sont autant le portrait du commerce que le portrait du commerçant, évidemment, que j'ai fait non pas comme un reportage, mais que j'ai essayé de mettre en scène pour que ça ressemble un peu à des trucs que j'aime faire. Et je me suis régalé à faire ça. Donc on partait en province, parce c'était pour France 3. Donc il fallait que ce soit un peu partout en France. Donc il fallait qu'il y ait 12 régions, il fallait qu'il y ait 12 commerces différents. Donc le casting n'a pas été que facile, surtout à la fin quand on... Et non, on n'a pas fait 12, on a fait 16, enfin bref. Et je me suis régalé parce qu'on partait pour faire dans telle région, on faisait 3 boutiques nouvelles. Alors je tournais, j'avais la trouille parce que c'était pas écrit, j'avais des idées en tête, je savais comment je voulais faire ça, je sympathisais avec les gens en venant les voir la veille. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'aimerais beaucoup, avec le producteur de ces boutiques, on est en train de se chercher une autre idée, non pas pour faire les boutiques deuxième saison, ce serait ridicule et puis il y aurait de la redite, et pour trouver une idée, parce que j'ai aimé faire ça beaucoup. Parfait. Alors on revient sur ton premier long dont tu as souvent parlé dans les interviews, mais bon, c'est intéressant quand même d'y revenir. Bon, c'est un moment important de ta carrière. Je sais qu'il n'a pas été évident. Est-ce que tu peux en parler? Comment t'es arrivé déjà à faire ce premier long métrage et ça a été quoi les épreuves et puis du coup les conseils que tu donneras à un jeune réal qui attaque son premier long, quoi. Le premier long métrage, il était normal. Moi, je faisais de la bande dessinée. J'en ai fait pendant 5 ans, journal pilote. J'ai fait la connaissance de Gottlieb. J'avais fait un certain nombre de courts métrages par moi-même ou plus ou moins produits. Enfin bon, bref. Donc j'étais sur un starting block en espérant un jour ou l'autre faire un premier long métrage. Et avec Gottlieb, on s'entendait très bien, on était devenus très amis. Et on s'était dit, tiens, si on écrivait un long métrage ensemble. Et c'est comme ça qu'on a écrit Les WC étaient fermés de l'intérieur, que j'ai proposé à Coluche, que j'adorais, qui n'était pas encore devenu l'énorme vedette qu'il est devenu, et à Jean Rochefort, et tous les deux ont trouvé le scénario super, donc on y a été. Et Gaumont a produit, parce qu'entre-temps, Coluche était devenu une énorme vedette, tout le monde voulait faire un film avec Coluche, et Coluche a dit non, mais c'est ce type-là, en me désignant, je ferai son film d'abord, après les autres on verra, parce que lui il est venu me trouver quand j'étais pas connu. C'est chic, enfin, c'est parfait, donc je suis allé trouver la Gaumont, le vieux Alain Poiret, et je lui ai dit je sais que vous voulez faire un film avec Coluche, mais sachez que le film que Coluche fera, le premier qu'il fera, ce sera ça. Et je lui donne le scénario de Les WC sont fermés de l'intérieur, qui est devenu Les WC étaient fermés de l'intérieur, je t'expliquerai pourquoi après si tu veux. Et la préparation était parfaite et tout ça, et le tournage a été un enfer, ça a été affreux. Ça a été affreux parce que Jean Rochefort m'a pris pour un jeune branleur totalement incompétent, mais sans doute parce que je faisais des erreurs, des bêtises, enfin je me suis retrouvé très très vite, enfin, dans un stage accéléré pour apprendre ce qu'il fallait faire et pas, surtout pour apprendre ce qu'il fallait pas faire. Mais le tournage a été si difficile, quoi, à cause de Jean Rochefort, à prescription, pas uniquement parce qu'il est décédé, mais parce qu'après on s'est retrouvés pour faire plein de films formidables. Mais le tournage a été tellement difficile que je me suis dit, je mène à bien ce film, et après j'arrête, je fais autre chose, je retourne à la bande dessinée, ou je dessine, ou
Je sais pas quoi faire, mais j'arrête. Le cinéma, c'était un rêve. J'ai dû rêver à côté de la plaque parce que c'est un rêve moins scintillant que je pensais. D'accord. Et puis bon, là-dessus, il y a eu les bronzés, enfin bref. Et puis Voilà. là, Alors on y arrive justement, donc c'est difficile de ne pas évoquer les bronzés évidemment. Euh, alors tu as eu beaucoup évidemment, t'en parlais énormément. D'ailleurs, est-ce que c'est le film dont on te parle le plus, j'imagine? Un de ceux? ouais, les bronzés, on m'en parle souvent, évidemment, ça me fait plaisir. On en a beaucoup parlé ces temps-ci parce que c'était le 40e anniversaire des bronzés fonds du ski. Alors, donc, il y a eu des commémorations, Oui, des ils sont allés à trucs. Val d'Isère, j'ai vu, tu y On retournais était toi aussi ou oui, pas? on était à Val d'Isère, on n'était pas tous là, mais on était assez nombreux sur place. Et puis Val d'Isère avait organisé ça au mieux, donc c'est une petite fiesta des 40 ans qui était parfait. Il y a eu un coffret édité par Canal. Enfin bon, bref. Donc Petit là, revival. cette année, on en a parlé encore et encore. Mais souvent, quand je rencontre des journalistes, ils me disent bon, les bronzés, on oublie. Hein. Je suis bah, comment ça, on oublie? Vous rigolez ou quoi? Bien sûr que non. Moi, c'est des films qui ont été tellement importants que j'ai adoré faire, que je trouve réussi et drôle, de savoir qu'ils ont cette longévité manchante à un point qu'on n'imagine pas. Et je dis non, 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 on n'oublie pas les bronzés. Et c'est pas parce que j'ai fait d'autres trucs depuis qu'on oublierait les bronzés. Ce serait odieux, quoi. Et alors ta rencontre avec eux, est-ce que tu te rappelles le moment exact où ça s'est fait? C'est à l'occasion de cette pièce de théâtre, c'est ça? Comment s'est fait la rencontre finalement? À l'époque, c'est-à-dire en 76, 77, quoi, en gros, quoi, dans ces eaux-là, c'était la naissance, l'éclosion de tous les cafés-théâtres, même avant, évidemment, puisqu'il y avait la Veuve Pichard. Moi, j'avais vu au Vrai Chic parisien Coluche, c'est comme ça qu'on était devenus copains, que j'avais adoré ce type-là. Et puis, je fréquentais, entre le Café de la Gare et tout ça, je fréquentais beaucoup le café-théâtre du Splendide. Et puis, à cette époque, c'était assez facile de devenir copain, parce qu'ils étaient. Le spectateur était là et les acteurs étaient là où tu es. Enfin, on était à 3 mètres des gens. Puis après, c'est eux qui déchiraient les tickets à l'entrée. Enfin bon. Et je l'ai trouvé sensationnel, c'est cette troupe-là. Je l'ai trouvé vraiment formidable. Et quand ils ont fait cette pièce qui m'a fait tomber de ma banquette de rire si souvent, parce que je l'ai vu souvent, quand ils ont fait cette pièce qui s'appelait Amour, coquillage et crustacés, un producteur qui est l'oncle de Christian Clavier, qui est Yves Rousserrois, leur a proposé, leur a dit « faut en faire un film, parce que Club Med, machin, etc. » Et eux, ils ont été absolument formidables, parce qu'ils ont été devenus assez copains, et ils avaient eu le bon goût d'aimer mon premier film. Je leur avais proposé un scénario entre-temps, un film qui n'a pas pu se faire. Bref, et ils ont dit à Yves Rousserrois, ok, on va faire le film, on va le faire avec Patrice, parce qu'on est grosso modo de la même génération, à un poil près, on rit des mêmes choses, on est sur la même longueur d'onde, on se fait confiance, et donc ça n'a pas été commode, parce que Yves Rousserrois ne l'entendait pas de cette oreille, il voulait vraiment mettre un vieux briscard sur le coup, enfin un vieux briscard. Alors donc il y a Édouard Molinaro, Claude Zidi, plusieurs comme ça sont passés, ont été pressentis. Et le Splendide, ils ont dit non, 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 on veut faire le film avec Patrice. Ah, pas mal. Donc je leur dois beaucoup, bien sûr. Et donc c'était ton idée ou celle d'Yves, ou c'était un peu ensemble? Pardon? Le producteur ou ton idée de faire le film? Non, non, comme je te le disais, mais tu n'écoutes pas mes réponses. Non, mais je plaisante. Non, non, c'est Yves Rousserrois qui, en voyant ce spectacle, D'accord. Amour, coquillage et crustacés, a dit il faut vraiment en faire un film. Parce que, et c'était la moindre des choses, parce qu'il faisait le Club Med avec des démarrages en ski, des trucs, sur une scène qui était grande comme ce tapis. Enfin, c'était. La pièce appelait furieusement le film. Et alors comment tu as trouvé ta place parmi cette troupe, et peut-être parler un petit peu du tournage, bon, en particulier des Bronzés fonds du ski, parce que c'est celui qui souvent marque. Mais voilà, comment on trouve sa place avec un groupe déjà établi et... Le groupe déjà établi, c'est 6. Hein, c'est Balasco, Chazelle, L'Ermite, Blanc, Junio, Clavier. Donc c'est eux 6. Et j'ai eu l'impression, et ça s'est fait sans qu'on se le dise, sans qu'on signe avec notre sang, mais qu'avec moi on était 7. Et les choses étaient très très collectives, quoi. C'est pas la mise en scène, bien sûr, mais il y avait l'esprit circulait entre nous. Alors sur les bronzés, le premier bronzé, moi j'avais un peu la peur au ventre parce que je me rendais bien compte que j'avais pas le droit de me gourer 2 fois. Donc comme c'était mon second film,
quelques années après les WC de fermer de l'intérieur. Donc le tournage était très agréable parce que c'était au soleil en Côte d'Ivoire et que c'est agréable de tourner en t-shirt et en bermuda. Le film a été un succès, Les Bronzés font du ski est arrivé là-dessus et ça a continué à être dans une entente, oui, une connivence, quoi, une confiance, mais c'est très important de... Il y a eu la mayonnaise, comme Oui, bonne puis mayonnaise. c'est très important de rire des mêmes choses, quoi. Je dis pas avoir le même sens de l'humour, mais enfin on est très rieur, quoi. Sur le tournage, tu te rendais compte que c'était en train de... ça pouvait devenir culte ou pas du tout? Ah non, non, sur le tournage, on faisait les films et on se disait ça a l'air pas mal ce qu'on fait, enfin j'espère que ça va plaire, Ouais, mais on pouvait absolument pas penser ouais, que, que 40 ans plus tard, ces films existeraient toujours et feraient toujours des audiences de dingo à la télévision. C'est pas, c'est on peut incroyable. pas faire un film en pensant à ça. C'est pas... Et justement, parlons des dialogues, parce que est-ce que ça réécrivait un petit peu sur le tournage? C'est vrai que Les Bronzés font du ski, il y a beaucoup, beaucoup, au-delà des grandes blagues, il y a les détails. Par exemple, je pensais évidemment le personnage, c'est Bruno Moineau, je crois, c'est ça? Ou bien à la fin dans le refuge avec les blumesses sur les Scrabble, etc. Est-ce que tout ça, c'est des petites choses qui étaient un petit peu écrites ou il y a eu aussi une bonne part à l'impro sur des Alors, petites perles comme ça? je trouve ça très, très bien, très valorisant de penser qu'il y a une grande part d'improvisation dans ces films alors qu'il n'y en a aucune. D'accord. Aucune. C'est-à-dire que tout est très écrit. Bon, il y a bien un petit bout de phrase en plus ici ou là, des petites bricoles de fin de prise, rigole, bien sûr. C'est la moindre des choses. Mais sinon, c'est des films très très écrits. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'improvisation du tout. Mais c'est parce que c'est pas leur truc, au Splendide, d'improviser. Ok. Euh, et moi, c'est pas mon truc non plus, donc ça va. Bon. Tu peux parler du Pierre Bachelet et de la musique parce que c'est quelque chose dont on parle moins. Comment cette collaboration s'est passée? Alors, Pierre Bachelet, moi à l'époque, maintenant j'ai beaucoup changé depuis pas mal de films, mais à l'époque, la musique, j'avais pas une idée très arrêtée sur la musique des films, et puis la musique de comédie, des bronzés, ça. Et alors, Yves Rousserroir, donc, qui était le producteur du 1 comme du 2, connaissait bien Pierre Bachelet, qui est devenu un peu chanteur, quoi, même carrément, et parce que Pierre Bachelet avait composé la musique d'Emmanuel, que Yves Rousserroir avait produit. Donc il me dit, Patrice, Pierre Bachelet va être ravi de faire la musique des Bronzés font du ski. Ok, très bien, moi j'ai pas d'idée encore une fois. Donc je rencontre Pierre Bachelet, qui était un type extrêmement agréable, sympathique, et qui a, en se servant de références musicales existantes qu'il m'a proposées, et qui a composé la musique des Bronzés font du ski. Alors, je ne sais pas si on doit dire ça, mais je déteste cette musique. Ah bon. Alors quand je dis ça à des gens qui aiment cette musique, Come on my love, come on, moi ça me fout, ça me hérisse les poils, et les gens disent faut pas dire ça, c'est super, come on my love. Ok, d'accord, c'est super, mais j'aime pas. D'accord. Mais au moment de la post-prod, tu as Ben c'est oui, oui, ben, de volontaire. toute façon, je n'avais D'accord. pas le choix, c'était ça ou rien. Peut-être parler un petit peu juste de la gestion, ça c'est une question que je me posais sur la gestion des droits de films Mhm. par rapport à comment un réalisateur gère les droits. Est-ce que c'est lié aux différentes maisons de production ou est-ce que il y a aussi une Alors, paternité? en ce qui concerne la gestion des droits et tout ça, moi je suis une calamité parce que je ne gère rien, je n'ai pas du tout de mentalité d'un comportement d'archiviste, je ne garde pas les trucs, les éléments, les choses, les machins, les droits ne m'appartiennent absolument pas. Donc les films, ils passent, ils repassent, ils se vendent, ils se revendent, on vend son catalogue et tout ça, mais moi je ne suis pas coproducteur de mes films D'accord. du tout. Donc sur certains films, j'ai été en participation. Mais c'est la solution idéale pour se faire rouler dans la farine parce que quand on est en participation, on touche un salaire moindre et puis la totalité du salaire est versée une fois que le film est amorti. Et là, généralement, les producteurs disent ah mais le film n'est pas amorti, hein. Ben non. Donc c'est une bonne solution pour l'avoir dans le dos. Donc non non, moi je suis D'accord. je touche un cachet très très évolutif en fonction des films. Et puis voilà. Ok. Mais les droits ne m'appartiennent pas, les films deviennent ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de décider, oui, pour tel extrait, non, pour tel... Hmm. Les films, ils sont à tout le monde, quoi.
Alors, tu as exploré énormément de genres, la comédie dramatique, le drame. Qu'est-ce qui fait pour toi la force une très bonne histoire et un bon storytelling de tout ce que tu as repéré dans les Bah, histoires? ce qui est important, et c'est valable en littérature aussi, mais c'est valable pour le cinéma d'une manière générale. Moi, je vois beaucoup de films, les films des autres, et je me rends compte que ce qui est formidable, quel que soit le genre, que ce soit une comédie, un western, ou peu importe, ce qui est le plus important, c'est quand le réalisateur, le scénariste, enfin les gens qui sont là en train de te raconter une histoire, quand ils arrivent à te prendre par la main dans les 5 premières minutes et qu'ils ne te la lâchent plus. Parce qu'au bout de 5... Moi, j'ai vu, hélas, trop souvent des films, et je suis là au bout de 20 minutes, je me dis, mais c'est quoi l'histoire qu'on me raconte? Pourquoi je vais m'intéresser à ça? C'est quoi? Et ça me semble basique, essentiel de savoir embarquer les gens dans ceci ou dans cela, peu importe la direction, mais d'embarquer les gens et de ne plus les lâcher, d'embarquer les gens dans les premières minutes. Comme par hasard, les bons films, et même des grands films majestueux du patrimoine, tout ce qu'on voudra, des classiques du cinéma, sont souvent, toujours même, des films qui te chopent en une dizaine de plans, quoi. La production, tu en as parlé off caméra tout à l'heure. Il y a des producteurs qui t'ont marqué. Tu as parlé du producteur des Bronzés, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu me disais, il y a moins d'audace, c'est plus frileux, etc. Est-ce que ça peut évoluer? Comment tu vois ce rôle de l'audace, de la production qui avait l'air plus fort, malheureusement, il y a quelques années plutôt que maintenant? Bah, Comment tu vois ça? les grands producteurs, il existe encore des grands producteurs, des producteurs qui ont de l'audace, qui prennent des risques, qui ne sont pas frileux. Ça existe encore, mais ça se raréfie. L'espèce est en voie de disparition. Et avant, donc dans le fameux et accablant, c'était mieux avant. Avant, il y avait des producteurs qui avaient des audaces et un pouvoir de conviction sur les partenaires financiers. Enfin, et le producteur le plus formidable avec qui j'ai tourné, enfin pour qui j'ai tourné, non avec qui, c'était Christian Fechner, avec qui j'ai fait pas mal de films, et qui était un producteur dont je parle à l'imparfait hélas, puisqu'il n'est plus là depuis 10 ans je crois. C'est un producteur formidable, parce qu'il il arrivait à convaincre les partenaires, il était prêt à plonger, il était honnête, il était direct. Enfin moi j'ai eu des rapports formidables avec lui. On dit souvent, on dit parfois qu'on fait les films contre les producteurs. Moi, je ne crois pas du tout à cette idée-là, parce que si on doit faire les films contre les producteurs, c'est déjà compliqué de faire un film. Donc si en plus, il faut le faire contre le producteur et ferrailler en permanence avec le producteur, ça m'est arrivé, cela dit. C'est extrêmement. Mais c'est vrai que parfois, on fait des films malgré les producteurs, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même vision que celle que l'on a, et qu'il faut les emmener vers là où on veut. Mais avec Fechner, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait une confiance très grande, il m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup, et on se faisait confiance. Et il était de mon conseil, c'est-à-dire que quand il faisait une remarque, c'était rarement une ânerie, et donc ça valait le coup d'écouter ce qu'il disait. Alors on arrive dans les deux dernières questions. Moi j'ai une question autour du cinéma aujourd'hui. Il y a une montée en puissance, comme tu sais, des séries télévisées, du digital, l'explosion des réseaux sociaux. Ça devient peut-être un encore plus grand challenge de faire venir les gens en salle. Comment tu vois évoluer, comment tu vis cette évolution et comment tu penses que ça peut se passer dans les années à venir? Je trouve que l'évolution actuelle, les séries, les plateformes, les films qui passent plus au cinéma, mais qui passent... tout ça est vraiment formidable, je trouve. J'ai l'impression, malgré tout, c'est une question d'âge, hein, simplement, de ne pas être tout à fait dans le coup, enfin, d'être en dehors du coup. Moi, je vais terminer ma vie, enfin, pas la semaine prochaine, hein, mais je vais terminer ma vie en faisant encore quelques films, j'espère, 2, 3, je sais pas, beaucoup. Il y a un projet de série, j'espère que ça va se faire, mais je suis pas sûr. Mais pour les jeunes gens, qui sont encore neufs dans ce métier ou qui vont l'aborder dans quelques années, ce qui se profile à l'horizon est tout à fait enthousiasmant, je trouve. Il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que quels que soient les médias, quels que soient les supports, quelles que soient les durées des films, c'est 6 fois 52 minutes, ou etc., on aura toujours besoin de gens pour inventer, écrire et raconter des histoires.
Ça, on ne sortira pas de là. Et c'est bien. Ça, c'est une bonne phrase. Et pour finir, alors 3 films peut-être qui t'ont accompagné toute ta vie, qui t'ont marqué, qui sont un peu comme des films de chevet. Voilà. Oh, les films de chevet, les 2-3 films de chevet, ils sont... Non, les 3 fameux films qu'on emmène sur l'île déserte, si tant est qu'il y ait un lecteur de DVD sur l'île déserte. Et il n'y a pas d'électricité, c'est quand même con d'emmener des DVD sur une île déserte. Non, mais il y a un film de Julien. J'aimais beaucoup Julien Duvivier, donc c'est l'ancien temps, hein, c'est le cinéma d'avant. Mais Pépé le Moko est pour moi un très très grand film, parce que c'est un film écrit magnifiquement, c'est une histoire d'amour brûlante, c'est des dialogues formidables, c'est Jean Gabin, enfin bon, c'est un univers, la Casbah d'Alger, enfin, il y a un parfum dans ce film, il y a du drame, j'adore ce film. Je pourrais emmener La leçon de piano aussi, parce que La leçon de piano, plus proche de nous, est un film que j'ai vu plusieurs fois. Et puis, il faudrait terminer par quoi? Je sais pas. Non, je sais pas. C'est bizarre quand même de dire que sur l'île déserte, on va emmener Pépé le Moko et La leçon de piano. C'est des bons, hein. Ah, c'est pas des mauvais films, hein, non, bien sûr, non, mais parce qu'il y a tellement de films formidables, mais tellement. On a vu tellement de chefs-d'œuvre, quoi, que. Non, ce 3 films, c'est nul. Bon, bah, je refuse. Ça sera 2 pour Patrice. Allez, merci beaucoup.